C'est déjà notre 52e épisode que nous vous proposons cette semaine, l'épisode des technos, l'actualité vue par les technos, l'actualité techno. Et pour parler technologie cette semaine, on a de ce côté-ci notre ami Marc, le retour de la revanche du Marc, et puis de ce côté-ci David, la retour de la revanche du David, avec plein d'actualités à traiter cette semaine. Mais avant toute chose, vous le savez, c'est une tradition, on ouvre le courrier des auditeurs. Alors, on reçoit énormément de courriers, de messages suite à des hors-séries passées, par exemple. On essaye d'y répondre quand c'est très spécifique directement en regard de la vidéo ou en regard de l'article, si c'est dans informaticien.be par exemple, ou sur lestechno.be. Ici, en l'occurrence, c'était un message qui nous avait été laissé, je ne sais plus où, sur le site web, je pense. Je pense bien, oui, concernant... que je ne dise pas de bêtises, l'épisode 51. Alors, je suis abonné maintenant depuis plusieurs mois et j'écoute avec plaisir votre podcast dans la voiture, parce que c'est fait pour ça aussi, un podcast audio. À la fin de l'épisode 51, Seb a indiqué que son smartphone Android, j'imagine, effectivement, lançait telle ou telle application, partage, Wi-Fi, Waze, etc., lorsqu'il détectait que le Bluetooth s'activait. Ma question, quelle application utilise-t-il pour faire cela? Alors, il n'est pas là, donc ça va être difficile d'y répondre. Si, il nous a quand même fait une petite réponse comme ça en prévision il utilise l'application Trigger. Mais Marc, qui est avec nous, lui, a plus de précision. Alors d'abord, que fait Trigger? Et toi, tu as encore une autre application possible, Marc. Ok, alors Trigger, c'est une application qui fait de l'automatisation. C'est-à-dire qu'en fonction de différents contextes, style connexion à tel ou tel réseau Wi-Fi, perte de connexion, connexion au Bluetooth, localisation géographique, tranche horaire, etc., elle va permettre d'automatiser certaines actions qui se déroulent sur le téléphone, comme lancer une application, débloquer ou activer certaines fonctionnalités, etc. Alors Trigger est une application qui le fait de manière très simple, de manière très visuelle. On établit simplement ces règles. Moi, effectivement, à l'époque où j'étais encore sous Android, il y avait une autre application qui avait absolument ma préférence, qui s'appelait Tasker. Tasker est beaucoup plus brut de décoffrage, mais également beaucoup plus puissant. On peut aller beaucoup plus loin. Il y a un langage de script, il y a des plugins en nombre innombrable. Il y a une communauté derrière qui vit très fort, et le truc était vraiment d'une puissance assez complexe. Mais à la base, c'est ça. Ce sont simplement des petites applications qui permettent, selon que le téléphone est d'origine ou routé, d'accéder plus ou moins profondément au rouage de la machine, d'en tirer des informations et d'exécuter des actions sur base des contextes qui ont été détectés. Ben voilà, je pense que la réponse est bien complète. C'est Xtof, si je ne dis pas de bêtises, c'est son nom, entre guillemets, qui posait donc cette question par rapport à l'épisode 51. Juste avant de parler de l'autre question à laquelle on n'aura pas de réponse, je le dis tout de suite, mais on lancera un appel à la communauté. Un certain Coubignol, ça me vient maintenant en tête, poser une question à laquelle tu vas pouvoir répondre, Marc, parce que c'est assez basique de chez basique. On avait parlé de CPL lors d'un précédent numéro, je ne sais plus lequel exactement. Il demandait quel était le type de protocole qui sous-tendait le CPL, comment ça fonctionnait, peut-être pas rentrer dans les détails techniques, mais rappelons que c'est du réseau par ce qu'on appelle le courant porteur, c'est sur le réseau électrique, quoi, en gros. Oui, alors je vais peut-être dire une grosse bêtise parce que je connais pas tout à fait la technologie sous-jacente, mais j'imagine que, étant donné que ça transite sur le réseau électrique, ça doit être de la modulation de fréquence part, qui module l'amplitude du courant qui va circuler, et c'est cette amplitude qui va être émise de l'un à l'autre et qui va être reconstituée en flux data. Voilà, et donc c'est pour faire passer du data, pour faire un réseau Ethernet en fait, au travers du réseau électrique, comme on le ferait en Wi-Fi ou avec d'autres technologies. C'est juste le transport qui change en l'occurrence. La question à laquelle on ne va pas répondre ici parce qu'on n'a pas la réponse immédiate à avoir avec un hors-série que tu nous avais proposé, si je ne m'abuse, Marc. C'était le Lima, c'est le cloud à la maison. Rappelle-nous un petit peu l'objet. C'est un petit bitonio qui se branche. C'est un petit bitonio, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il est branché derrière toute mon installation. Voilà, on va pas le C'est un petit boîtier, effectivement, avec une prise Ethernet d'un côté qu'on rentre dans le routeur et une prise USB de l'autre, qu'on met
met dans un petit disque dur et le truc partage effectivement tant en interne sur votre réseau local qu'en externe via une petite application style Dropbox qu'on installe sur un PC, sur un smartphone, sur une tablette. Ça permet de récupérer, de partager les données qui sont sur le disque dur entre plusieurs machines. Donc ça fait un petit cloud à la maison. La réflexion de Jean-Pierre, puisque c'est de lui dont il s'agit, est plutôt la suivante. Si toutes les données sont appelées à chaque fois, il va vraiment y avoir un problème de vitesse de chargement. L'avantage d'un Dropbox, on l'avait comparé effectivement à un service tel que Dropbox, c'est que le miroir est sur la machine. Effectivement, les fichiers que l'on voit s'afficher dans le répertoire Dropbox en l'occurrence, c'est un miroir de ce qu'il y a réellement sur Dropbox. Donc on ne télécharge pas systématiquement tout le contenu sur sa machine. Donc c'est un petit peu ça sa question, c'est une question de rapidité. Hein, en gros, je schématise très fort. Tu avais peut-être une précision là-dessus ? Ouais, mais justement, j'ai quand même un petit élément de réponse dans le sens où, bon, il faut savoir que Lima, depuis qu'ils ont lancé leur truc, ont quand même fait évoluer le logiciel qui est derrière. Ils ont quand même eu 3 ou 4 releases depuis que moi j'ai reçu mon petit bidule. Ouais. Alors effectivement, il y a une partie de l'information qui va être gardée sur le disque dur, c'est du remote, c'est du cloud, mais le petit client qu'on va installer sur sa machine va permettre de décider quels sont les fichiers qu'on veut synchroniser en local, comme sur un Dropbox. Ça, tu l'avais expliqué. Voilà, effectivement. Ouais. Donc, la solution est toujours là. Il y a moyen d'avoir une synchronisation, et alors à ce moment-là, c'est le logiciel du Lima qui va prendre le relais, qui va faire du versionning, et qui va voir justement, en téléchargeant uniquement les différences entre les différents fichiers, pour vraiment garder juste le flux de données minimal le plus petit possible. Ouais. Donc, effectivement, il y a quand même certains avantages là. Maintenant, je ne sais pas si je réponds totalement à sa question, mais on promet, on fera des recherches. Donc, on va faire des recherches. Enfin, Marc va faire des recherches, c'est son sujet. Voilà. Il va faire des recherches. Mais mais si la communauté, si vous, qui êtes de l'autre côté, avez suivi ce hors-série ou allez le voir, ce qui est aussi bien, et que vous avez des réponses à apporter, ou des solutions autres que celle-là à apporter, parce qu'on imagine bien que ce n'est pas la seule solution de cloud domestique. Il y en a d'autres, évidemment. Donc, si vous avez la possibilité de répondre à cette question, n'hésitez pas un seul instant. Et si vous voulez y répondre via Internet, c'est possible aussi. C'est dans notre chaîne YouTube. Au regard de la vidéo concernant le fameux Lima en question, vous retrouverez donc la réflexion et la question de Jean-Pierre. Et merci à lui de nous avoir interrogés sur ce sujet. N'hésitez pas, si vous aussi vous avez des questions à nous poser. On a essayé d'y répondre de manière succincte. En général, ici on a été un petit peu plus long. Mais on essaie toujours d'y répondre, au moins par écrit, si c'est possible, sur le site ou sur la chaîne YouTube. Voilà, je pense qu'on peut passer à la suite maintenant. Je suis un petit peu essoufflé, je vais vous laisser parler les petits gars. On commence avec la lettre E et non pas la lettre A. C'est une exception, je pense que c'est le seul numéro qui n'a pas de lettre A, donc pas d'Apple. Voilà. E comme Europe. On va parler de géopolitique. On va parler de géopolitique, 2 sujets en un. Ouais. Alors, si vous suivez un peu l'actualité géopolitique, géopolitique avec un des gros guillemets, mais voilà. Si vous suivez un peu l'actualité de la Commission européenne et du Parlement européen, vous n'aurez pas manqué de remarquer une annonce assez intéressante. Annonce en 3 volets, en fait. Et ici, je vais traiter le premier. Le Parlement européen a validé mardi dernier toute une série de mesures qui encadrent et définissent la neutralité du net. Donc c'est un sujet sur lequel on s'était déjà étendu dans des podcasts précédents. La neutralité du net, on le rappelle, c'est un concept qui stipule que l'infrastructure du réseau doit être totalement indépendante du type de contenu qui circule et du type d'utilisateurs qui en font usage. Donc autrement dit, quelqu'un qui va utiliser le net pour browser, aller sur Google, chercher des infos, doit avoir exactement les mêmes facultés d'accès, les mêmes capacités d'accès et la même infrastructure sous-jacente qu'une personne qui va l'utiliser pour faire de la vidéoconférence, pour aller chercher de la musique sur Spotify, pour regarder des vidéos sur YouTube, etc. D'un point de vue pratique, c'est pour éviter aussi que les providers ne fassent des abonnements à la carte en disant on vous fait un abonnement avec uniquement Facebook, on vous fait un abonnement, c'est un supplément si vous voulez YouTube, c'est un supplément si vous voulez ceci ou cela. Voilà, exactement. Alors, pour la grande majorité des gens qui espéraient que ce genre de choses soit voté, ils sont contents. Parce que le texte a été voté quand même de manière relativement homogène. Et la base, à savoir la neutralité du net dans son concept, est bien défendue. Par contre, pour les défenseurs les plus enragés, on va dire, de la chose, il y a quand même un petit goût amer, dans le sens où la manière dont le texte a été voté
laisse la porte ouverte à certains amendements qui pourraient faire passer, par exemple, le streaming plus favorablement que le téléchargement. D'accord. Voilà, ce sont des choses comme ça. Alors, je vous avoue, j'ai parcouru les choses rapidement. Je n'ai pas lu le texte ni la publication. J'ai l'intention de le faire, mais quand j'aurai un peu décanté tout ça dans ma tête, parce que c'est quand même bon. Les textes de la Communauté européenne, si vous les avez lus une fois, vous devez savoir que c'est pas le truc le plus digeste. Mais je crois que ça vaut la peine de se documenter là-dessus. Bien sûr. Parce que quelque part, ça va impacter tout. Alors, par contre, deuxième chose, petit corollaire, et là, je me suis amusé à aller voir le texte, c'est que il y a une autre décision qui a eu lieu, et alors celle-là dans l'anonymat le plus complet et dans le silence le plus total. C'est une décision de la Cour de justice européenne qui a été établie le 6 octobre dernier et qui, en fait, opposait un citoyen autrichien à Facebook. Dans le cadre de la rétention et de l'utilisation des données privées. Et alors, cette petite décision qui n'a l'air de rien, qui donne raison aux citoyens autrichiens, est une bombe, dans la mesure où elle a déterminé que, dorénavant, les entreprises américaines ne pourront pas transmettre les données personnelles des utilisateurs européens vers les États-Unis, au fait que aux États-Unis, ces données ne bénéficient d'aucune protection réelle, vu que les États-Unis ne prétendent pas adhérer aux règles qui sont en place dans le secteur européen et mis en place surtout par tous les pays européens. Et donc, en fait, suite à cet arrêt, on est maintenant dans une situation où plus aucune société américaine ne sera légalement autorisée à exploiter des données, exploiter toutes ces informations. Par contre, on a déjà entendu plusieurs voix se lever pour dire que finalement, ce sera beaucoup moins cher pour les sociétés américaines d'enfreindre cette loi. Et de payer des amendes. Plutôt que de devoir se mettre en conformité avec le Parlement européen, la Commission européenne, les lois de tous les pays européens, qui se traduisent effectivement à chaque fois les décisions européennes en législation locale. Et donc, quelque part, voilà, on a une belle décision qui, si elle n'est pas gérée de manière cohérente, risque encore une fois de finir dans les poubelles de l'histoire et surtout sous la responsabilité de l'Europe. C'est pas ça qui va redorer son blason. Ça va pas être évident à gérer tout ça dans l'avenir. Mais bon, ça, on suivra les choses. C'est le propre d'Internet aussi, et des sociétés multinationales, parce que bon, voilà, c'est Google qui collecte de l'information, s'ils s'en servent en Europe, après ça va encore reposer. Enfin, c'est tout un bazar. Mais sur le coup de la neutralité du net, c'est quand même un petit peu rassurant. Je me rappelle quand même qu'il n'y a pas tellement longtemps, on suspectait un opérateur français, je me demande si c'est pas Free, de faire transiter certaines quantités d'informations par des canaux plus étroits, comme par exemple YouTube, qui est gros consommateur de bande passante, pour un peu brider et faire des économies d'échelle, entre guillemets, sur la bande passante exploitée. Et donc c'était là aussi un web à deux vitesses, c'est-à-dire que ça se refait à plein pot sur des sites qui n'utilisent pas beaucoup d'informations, et c'était bridé sur des sites plus gourmands, entre guillemets, et donc les utilisateurs qui payent un prix tout à fait normal forfaitaire se retrouvaient un petit peu coincés parce qu'ils ne pouvaient pas regarder des vidéos en bonne qualité sur YouTube, alors que le voisin qui lui était chez un autre provider y avait accès. Donc là aussi, du web à deux vitesses, c'est pas vraiment rassurant, et donc cette histoire de neutralité du net qui est passée un petit peu au marbre, on va dire, c'est plutôt rassurant. On va passer la parole à David. Ça fait un moment qu'il est là. Peut-être une opinion, David, sur cette histoire de neutralité du web. Moi, je fais partie du grand public, et donc je suis plutôt content de savoir que ça a été voté. Effectivement, quand on en lit, voilà, quand on lit un peu en diagonale les comptes rendus, il y a à boire et à manger. Voilà, moi, je vais rester dans le côté gentil et de me dire que pour une fois, l'Europe a peut-être validé quand même quelque chose qui est important pour tous les utilisateurs. Oui, il y aura des dérives, bien sûr. On va pas se mentir, il y en a déjà. Pour ceux qui font un petit peu de download moyennement légal, pour ne pas dire complètement illégal. Et ça fait longtemps qu'on a constaté que bizarrement, certains sites ou certaines actions, comme l'utilisation d'un client BitTorrent, peut amener des problèmes de connexion. Des restrictions. Voilà, qui est bizarre quand même, parce que a priori, on peut pas. Donc
bon voilà, donc je reste convaincu que cette loi va permettre. Maintenant, courage aux petits Européens, qui de peu importe le pays d'où il viendra, de prouver qu'il a réellement été victime d'un étranglement entre guillemets de sa ligne en fonction de son utilisation. Ça va quand même être fort compliqué, donc je pense qu'au final ils feront encore ce qu'ils veulent comme ils veulent. Je vais te repasser la parole tout de suite, hein, David, pour la suite des sujets, mais juste peut-être pour en guise de conclusion, je rappellerai quand même qu'à un moment donné, au moment où on demandait aux sociétés qui nous donnent accès à Internet de brider l'accès à certains sites illicites, ils disaient non, nous ça on sait pas faire, hein, c'est trop compliqué à faire. Par contre, quand il s'agit de pognon, là on trouve des solutions. C'est ça, quand ils ont un utilisateur qui download 40 ou 50 gigas en, je sais pas moi, en 24 ou 48 heures, bizarrement celui-là il allume quand même un petit spot quelque part et bizarrement il a une connexion de merde pendant 3 semaines. Bon, voilà, exactement. Je suis pas tout à fait convaincu. Moi non plus, à voir, on verra pour la suite. Mais c'est vrai que tant qu'il y aura des organes de contrôle et qu'il y aura de la vigilance de part et d'autre, ça va sans doute réguler aussi les choses, et ça c'est important donc d'en parler. Je vais te repasser la parole, David, pour passer à la lettre G. G comme Google, avec une annonce cette semaine concernant Google Play, et une annonce qui intéresse les podcasteurs un peu comme nous, finalement. Google Play Music qui va enfin s'intéresser et enfin proposer des podcasts. Malheureusement, pour le moment, c'est réservé aux Américains. Donc, il faut quand même se souvenir que l'histoire du podcast commence, alors en fonction des gens qui l'écrivent, entre 2000 et 2004, il y a vraiment la création du principe de podcast. Il y a quand même quelques gros podcasteurs au niveau international, des gens qui sont quand même des références dans ce domaine-là, qui font plusieurs centaines de milliers d'écoutes par semaine. Et donc voilà, enfin Google va avoir une solution pour ces gens-là. Et donc, quand on voit un petit peu la manière dont c'est géré par les grands médias aussi, parce qu'il faut pas se mentir, les grands médias ont des podcasts, on se dit qu'il est peut-être temps, effectivement, que Google se mette là-dessus. On espère que ce sera bien fait. Alors Google l'annonce très clairement en disant que oui, ce sera très bien fait et qu'il y aura des recommandations en fonction des podcasts écoutés, qu'en fonction des goûts de l'utilisateur, mais aussi de l'humeur de l'utilisateur, il aura des recommandations spécifiques qui lui conviendront parfaitement. Si ça permet de mettre en avant les podcasts, c'est une bonne nouvelle. Si c'est un moyen de se faire des thunes pour Google sur le dos des podcasteurs, ça va être compliqué parce que je vous rassure, on n'a pas un balle. Donc, oui, c'est ça. Il faut être clair là-dessus. Ceci dit, ça pourrait représenter une alternative à iTunes, qui pour l'instant, il faut bien le dire, en termes de podcast audio, en tout cas, c'est le vecteur le plus porteur, avec quelques satellites autour qui font relais autour du principe même du podcast tel qu'il est affiché dans iTunes. Ici, effectivement, eux se servent des podcasteurs, comme tu l'as dit, les plus connus aux États-Unis, tels Léo Laporte avec Tweet TV par exemple. C'est effectivement des grosses locomotives qui vont attirer un certain public, plus que probablement, et c'est pas mal de les retrouver dans sa propre interface, comme le disait un de nos auditeurs dans le courrier des lecteurs aujourd'hui, qui l'écoute en voiture par exemple. Si une application permet de télécharger de manière aisée le podcast que vous avez envie d'écouter et de faire des propositions en même temps vers des podcasts que vous ne connaissez peut-être pas encore, ça peut être effectivement tout à fait positif pour tout le monde. À voir évidemment comment ça va fonctionner et comment tout le monde va un petit peu s'y retrouver dans son petit plaisir personnel de partager de l'information ou de capter de l'information via les podcasts. Effectivement, je rappelle tout de même qu'il n'y a pas que des podcasts high-tech ou technologiques ou traitant de domaine geek ou de jeux vidéo. Non, il y a des podcasts qui traitent de tout, de lifestyle, de musique, de politique, etc. D'histoire. L'histoire en France, il y a un monstre au niveau histoire française. Ça vaut vraiment la peine. Quand vous avez 10 minutes, un quart d'heure ou 1 heure ou 2 heures à perdre. C'est vrai que moi, je le fais toujours au départ d'iTunes, mais et en plus, c'est des gens souvent d'un niveau professionnel, donc c'est hyper intéressant à écouter. C'est une autre manière pour moi de recevoir de l'information. Voilà. Je terminerai juste en disant que effectivement une alternative à iTunes qui permettrait aussi de démarquer les
podcasteurs indépendants, tels que notre podcast et d'autres, des podcasts qui sont, eux, fournis par les stations de radio, qui sont toujours sur iTunes en première ligne et avancent avec du contenu tout à fait intéressant aussi, mais qui, le font pour d'autres raisons que nous et font des économies d'échelle, puisque c'est du contenu qui, par ailleurs, est produit pour faire de l'antenne de la radio, ce qui n'est pas notre cas à nous. Donc voilà, ça fait... parce que tu parlais de podcasts traitant d'histoire, moi j'ai encore en tête cette bonne vieille émission de France Inter qui s'appelait 2000 ans d'histoire et qui était le podcast le plus téléchargé en France. On parle de plusieurs millions de téléchargements pour chaque épisode. On va peut-être passer à la suite. I comme image, Marc. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a un catalogue d'images qui va sortir dans le domaine public ou pas, qui est sorti dans le domaine public et qui est en fait un catalogue qui a été construit à l'initiative de la British Library, qui partage 1 million d'images libres, on dit bien 1 million d'images libres de droit, totalement sur son compte Flickr. D'accord. Et donc, Flickr, pardon, pas Flickr. Et donc, en fait, c'est le résultat, oui, voilà, je sais pas pourquoi, il y a un S qui a fusé, bon. Et en fait, ça fait 5 ans que l'institution avait annoncé la numérisation de milliers d'ouvrages, principalement issus du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle, de ces collections. Et donc, avec le support notamment de Microsoft, ils ont maintenant, sur ce compte Flickr, ils ont plus d'1 million d'images libres de droit, utilisables par tous les graphistes du monde, par n'importe qui. En fait, c'est un travail titanesque, donc qui a pris 5 ans, on le rappelle. Alors évidemment, ne vous attendez pas à trouver de l'image stock comme on imagine avec des beaux... Non, ici c'est de la gravure, c'est de l'image d'art, c'est des trucs qui sont issus de catalogues, d'ouvrages, comme on l'a dit, 17, 18, 19e siècle, mais il y a une masse d'informations, une masse de données hallucinantes, ne fût-ce que si on s'intéresse simplement à l'iconographie au fil des siècles, c'est une mine d'or ce truc. Et donc on ne peut que saluer cet effort de rendre la connaissance et l'information, encore une fois, disponible au plus grand nombre. Avis aux étudiants en histoire de l'art ou ça va faire plaisir. Je pense que là ils vont prendre leur plaisir. Je rappelle aussi que dans Flickr il y a moyen de trier sur les visuels qui sont libres de droit, pas libres de droit, machin, etc. C'est assez bien foutu, Flickr. On n'y va pas assez, je trouve, parce que c'est assez riche et il y a des gens qui ont beaucoup de talent, qui font de très très belles photos, qui partagent avec le tout venant leur création. C'est souvent intéressant. Je voyais le doigt de David se lever. Oui, il y a énormément de cartes aussi. Enfin, après, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais moi, je suis un grand fan de vieilles cartes, parce que ça géographique, géographique, ça donne énormément d'informations sur la géopolitique mondiale, et ils en ont mais des quantités mais astronomiques de vieilles cartes, et donc c'est effectivement pas mal de bouquins historiques qui ont été numérisés, de très bonne qualité, donc c'est pas un vieux scanner à 2 sous 50 qui a été utilisé non plus, et donc ça permet vraiment de réexploiter toutes ces données qui, au départ, pourrissaient, sans vouloir être méchant, mais dans des archives. Quoi. Oui, enfin, elles n'étaient pas fort accessibles. Là, elles sont rendues accessibles au plus grand nombre. N'importe qui peut y accéder librement. Donc, c'est plutôt bien. Voilà un chouette matériel didactique aussi, comme le disait Marc, à qui je vais redonner la parole, parce qu'il y a encore des images, mais cette fois-ci, on va prendre de la hauteur, les images de la Voie lactée, qui sont des images qui sont également disponibles, ou une manière de regarder la Voie lactée différente, Marc. Oui, parce que chez nous, hélas, il y a souvent des nuages. Et donc, le problème, c'est que quand vous voulez sortir le télescope, si vous en avez un, généralement, il faut viser juste entre les gros amas nuageux pour réussir à voir un truc. Non, il y a de nouveau une équipe, ce sont des astronomes cette fois-ci, de nouveau pendant 5 ans. Ils ont bossé ensemble pour réaliser des centaines de clichés de la Voie lactée avec du matériel, évidemment, autre chose que vous pouvez avoir chez vous. Et donc, ils ont compilé tout ça sous forme de milliers de photos qui ont été regroupées pour former une classification de la Voie lactée en 268 sections. Et au final, ça donne une image de 194 gigaoctets, soit 46 milliards de pixels. Alors, c'est totalement interactif, on vous a mis l'URL. C'est un explorateur, vous pouvez zoomer, vous savez, c'est comme avec les gigaphotos où vous pouvez zoomer, scroller, etc. C'est la même chose, sauf qu'ici, ils ont rajouté quelques couches en plus, comme notamment des couches avec différentes vues sur différentes bandes de fréquences, par exemple sur les infrarouges, sur les ultraviolets, des vues en inversé qui permettent de déterminer notamment les concentrations stellaires, etc.
Et donc, au final, encore une fois, pour tous les amateurs, pour tous les passionnés d'astronomie, c'est une mine d'or parce que vous avez toute la Voie lactée qui se déroule devant vous avec une finesse d'image que vous n'atteindrez jamais avec votre petit télescope amateur. Est-ce que franchement, est-ce que les différentes étoiles ou planètes ou astres ou corps célestes sont indexés d'une certaine manière? Alors, pour l'instant, c'est en cours d'indexation, mais on espère que à terme, ce genre de données pourrait être croisées ou recoupées ou réutilisées dans des logiciels spécialisés comme Star Voyager, qui est un logiciel open source en plus. Je sais qu'on venait un peu dans les logiciels libres pour l'instant, qui vous permet de naviguer dans l'espace, de vous repérer dans les constellations, d'avoir une indexation précise sur toutes les corps célestes que l'on connaît, et donc avoir ce genre d'informations qui serait couplé à ça serait un outil encore plus beau. Est-ce que Google avait pas commencé un truc dans ce genre-là? Google avait un truc qui s'appelait Google Sky. C'est ça, qui était un petit peu sous le même modèle que Google Earth, mais qui s'intéressait à la voûte céleste et qui le faisait fort bien. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, vérifions ça en direct. Ben voilà. Parce que je pense que même on pouvait même repérer certains satellites où l'ISS et les choses comme ça étaient repérables avec l'outil de Google. La chose existe toujours. La chose existe toujours, effectivement, avec des images qui sont très belles. Mais alors, pour l'instant, voilà, c'est effectivement le même système. Donc, vous scrollez, vous pannez, vous zoomez. Mais il y a assez peu de références telles quelles. Par contre, vous avez un moteur de recherche dans Google Sky qui vous permet de vous synchroniser directement et de retrouver des objets dont vous connaissez la nomenclature. Voilà encore un bel outil didactique. Finalement, Internet, ça peut servir à apprendre. Ce c'eût été dommage de brider ces particularités. Effectivement, et puisque tu en parlais, toute petite parenthèse, oui, on est en train de vous préparer une série de hors-série consacrée au logiciel libre, une espèce de trousseau de clés, de petites applications qui sont toujours utiles et qui sont libres. C'est Sébastien qui vous prépare ça. On vous proposera ça très prochainement avec les technos. On passe à la lettre J comme jailbreak. Marc, c'est de nouveau à toi de parler, puisque les USA légalisent, ça c'est drôle, c'est un fake, c'est pas possible, légalisent le jailbreak. C'est pas un fake. Non, c'est pas un fake et c'est pas la première fois. Il y a déjà eu, alors ce n'est pas les US, enfin oui, ce sont les États-Unis, c'est le Congrès américain, en fait plus précisément la National Library of Congress, qui est l'autorité suprême en matière de droit d'auteur aux États-Unis. Et déjà par le passé, ils avaient autorisé le déblocage de certains modèles de téléphone, de certains modèles d'appareils, sous certaines conditions. Ces amendements avaient été annulés au bout d'un certain temps, ce qui avait soulevé un tollé auprès de tous les utilisateurs, notamment d'iPhone, qui voulaient avoir le droit légal de jailbreaker leur appareil, vu qu'au moment où ça avait été retiré, le jailbreak était devenu illégal. Et donc, pour donner une idée, vous rentriez dans un Apple Store aux States avec votre iPhone jailbreaké, ils avaient le droit de le garder, de le confisquer, parce que vous aviez enfreint la loi. Connerie du genre. Bon, toujours est-il qu'ici, mardi, le Congrès américain a de nouveau publié une série de dérogations qui s'applique en fait au Digital Millennium Copyright Act, le fameux paquet de lois qui verrouille justement tout ce qui est copyright, données propriétaires, etc. Et donc, malgré que ce package protège les fabricants de tout contournement par les utilisateurs, la dernière révision permet maintenant de jailbreaker, donc de rendre légale la pratique du jailbreak sur les iPhones, sur les iPads, mais également sur les autres smartphones. Donc en fait, il devient aux États-Unis, si c'était pas encore le cas ou s'il y avait encore un flou juridique dans le domaine, il devient tout à fait plausible et tout à fait légal de router son smartphone si vous avez un téléphone sur Android. Ben voilà, ça c'est quand même encore une particularité des États-Unis. Enfin, il n'y a que pour inventer des règles comme celle-là. Je tiens à préciser aussi au passage que la librairie du Congrès, c'est pas là où on retrouve des documents qui révèlent qui a tué JFK. Non, ça tout le monde sait que
ça c'est au Vatican. Ça c'est au Vatican, et c'est pas là non plus qu'on trouve des documents qui révèlent où est le trésor des Templiers. Ça c'est à la CIA. Ou l'inverse, enfin je ne sais plus très bien, quoi qu'il. Bon, on passe à la suite avec David, la lettre K comme kangaroo. C'est quoi? C'est un ordinateur de poche à bon marché, très accessible, c'est ça? C'est ça, en fait c'est un ordinateur de bureau portable. D'accord. Donc ça peut paraître bête, grosso modo pour vous donner une idée de la taille, ça ressemble à un disque dur externe. Il y a tous les composants d'un ordinateur de base. Par contre, on a bien sûr pas d'écran, pas de clavier, pas de souris avec. Donc c'est juste un petit boîtier qu'on va pouvoir transporter comme on le fait déjà depuis très longtemps avec des disques durs externes. Sauf qu'à l'intérieur de ça, il y a un petit processeur Intel Atom. Une carte, une mémoire de 2 gigas et 32 gigas d'espace de stockage. Donc, grosso modo, ça ressemble à un smartphone. La bonne idée, et moi, c'est quelque chose qui m'énerve toujours au niveau des smartphones pour le moment, c'est que ça tourne sous Windows 10. Donc, le petit boîtier tourne sous Windows 10 et on peut le brancher directement sur un clavier, une souris et un écran chez soi à la maison, puis au bureau, puis chez des potes, et on va retrouver directement son ordinateur fonctionnel. Alors le boîtier est en 2 parties, il y a grosso modo 60-70% du boîtier qui est prévu pour la partie informatique, et il y a les pourcents restants, les 20, 30, 40% restants qui sont alloués à une batterie, ce qui permet d'avoir une autonomie de 4 heures, et donc même en déplacement, si on n'a pas le câble d'alimentation ou caisse, on peut quand même utiliser son ordinateur sur une demi-journée. Alors, c'est pas du Kickstarter, c'est pour ça que j'en parle. C'est que c'est un ordinateur qui est réellement disponible sur le marché. Et donc, ça coûte $99 aux États-Unis, donc c'est vraiment pas très cher. Et moi, je trouve que c'est une machine qui peut très vite trouver sa place dans la vie de tous les jours. Voilà, allez, je vais prendre des bêtes exemples, hein, mais voilà, des enfants de parents divorcés, hop, ils veulent pouvoir avoir leur ordinateur facilement. Hop, ils gardent clavier souris chez l'un, chez l'autre. Hop, ils peuvent se trimballer. Quelqu'un qui prend son propre appareil pour aller travailler, c'est pareil. Moi, ce qui m'énerve un petit peu, et c'est pour ça que je voulais remettre ce produit en avant, c'est que comment ça se fait que ça n'existe toujours pas aujourd'hui pour des smartphones? On a les mêmes puissances parce que les gros smartphones de dernière génération, les flagships comme on les appelle, ont les puissances nécessaires que pour pouvoir le faire. Il serait temps, quoi. Oui, bien sûr. On avait déjà débattu de ça, il me semble, il y a quelques temps avec Sébastien et Marc, d'ailleurs, je pense, concernant ces ordinateurs. Finalement, la partie congrue de l'ordinateur, c'est plus grand-chose et on pourrait très bien avoir, en fonction de l'endroit où on se déplace, à la maison, un grand écran avec un petit clavier et une télécommande, au bureau un écran plus petit avec un clavier et une souris, etc. Et que l'ordinateur, en fait, on le mette dans sa poche, et ça pourrait très bien être le smartphone qui serve de... Voilà. Ça, c'est une des possibilités. Je vois que Marc fait des grands gestes de l'autre côté. Oui, parce que ce que tu décris, c'est exactement ce que Microsoft est en train de mettre en place, avec ce fameux téléphone qui était capable, avec ce fameux téléphone smartphone qui tourne sous Windows 10 mobile, qui est capable d'exécuter dans une certaine mesure des applications Windows 10 desktop, qui se relie via un petit dock, un clavier et une souris, et en fait tu trimbales ton téléphone d'endroit en endroit et tu te contentes simplement de le taper là où tu as besoin de travailler. Et avec des interfaces qui sont en fonction aussi de ce que tu veux en faire. Et c'est la même chose qui avait été à l'époque initiée par le fameux Ubuntu Phone, je sais pas si c'est ça, c'est parce que ça n'existe pas. Ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que, et c'est pour ça que je voulais remettre ce produit en avant, parce qu'il n'a rien de révolutionnaire, hein, des PC en clé USB, on en a déjà parlé 1000 fois, ça existe. Le seul truc, c'est qu'ici, on se rend compte qu'on est de nouveau, on laisse la place à un constructeur sur une idée qui est, somme toute, bien sympa. Mais putain, on achète des smartphones à 700 €, quoi. Est-ce que ce serait possible de profiter du système USB qui est en dessous, autre chose que pour mettre le chargeur? Moi, j'ai vu cet appareil sur Internet, et ce qui m'a surpris, mais je n'ai pas analysé plus, peut-être que toi, oui, je l'ai vu interfacé avec un iPad. Parce que c'est la bonne idée qu'ils ont eue, c'est qu'en plus, ils ont créé une petite application iOS. Si vous n'avez pas d'écran, vous pouvez tout faire à partir d'un iPad.
maintenant, ça devient un petit peu, pour moi, ça devient un petit peu schizophrénique à ce moment-là, parce que l'iPad a déjà la puissance, mais c'est pas le bon OS, donc on va aller virtualiser, enfin, on va prendre un accès comme si on était en contrôle à distance de la machine. Oui, c'est un peu particulier, effectivement. Voilà, moi, je l'ai pas mis en avant, ceci dit, mais ça existe. C'est avoir un petit écran portatif tactile qui va bien. Quand on est dans le train, par exemple, c'est un autre usage qu'on pourrait faire de l'ordinateur de poche, entre guillemets, que l'on trimballe à gauche et à droite, Marc. Oui, moi je voulais juste rebondir sur ce que David disait à propos de l'iPad, parce que la puissance, effectivement, elle est là. Et alors, moi je voudrais juste faire un petit glissement, parce que, autre info qu'on aurait pu faire figurer, mais ça méritait pas justement une lettre à elle toute seule, l'iPad Pro, il est dispo en précommande et les prix, ils sont salés. Donc, comparé au Kangaroo, effectivement, aller coller un bidule pareil comme écran, c'est comme prendre un Mac mini et lui coller un cinéma display de 30 pouces qui coûte 20 fois le prix de la bébête. Je fais juste une petite parenthèse par rapport à l'iPad Pro, puisque tu en parles. C'est vrai qu'on aurait pu en parler, faire une lettre A, enfin bref. Je ne sais pas pourquoi, mais on va enquêter là-dessus. La Fnac l'a retiré de son catalogue aujourd'hui. Donc, sur son site web, il avait d'abord dit avec des délais assez long, et puis finalement ils ont remboursé les gens qui avaient précommandé et ils ont dit non, nous on le vend pas. Donc à creuser cette histoire d'iPad Pro, apparemment c'est pas pour tout le monde et c'est pas pour tout de suite non plus. 1250 € la bébête, quand même. C'est quand même pas donné, effectivement. Voilà. Donc enfin bon, ça on va pas revenir là-dessus. On était sur Kangaroo, là on est à $99. David, un bon plan. Ça s'achète où? On sait le commander? Alors aux États-Unis, donc c'est du full online. Et donc voilà, c'est pas si facile d'accès. $99, pas oublier que vous aurez les taxes d'importation si vous vous faites avoir à la douane. Et pour réagir sur l'iPad Pro, pour information, il est en précommande officielle sur le site de vandenborg.be. J'avais vu l'info, je voulais voir si quand on enregistrait c'était encore le cas. Et donc effectivement, c'est 1250 € pour la version en 128 Go. Voilà. On n'a aucune action chez Vandenborg ni chez d'autres, hein, je le dis. Non, c'est simplement que c'est le seul qui... c'est le seul pour l'instant qui propose la précommande, en tout cas. C'est ça. Donc après, on verra. Il est attendu, a priori, de ce qu'ils annoncent pour le 30 du 11. C'est ça. À suivre. Donc, comme je le disais, on peut passer à la suite peut-être avec un L, la lettre L comme logiciel, Marc, si je ne me trompe pas. On va parler d'un App Store Windows alternatif à ce qui existe. Oui, alors depuis qu'on est passé à Windows 8 et forcément à Windows 10, Windows s'est enrichi d'un App Store, comme c'est le cas sur Apple, comme c'est le cas sur les appareils Android, etc. Donc pour homogénéiser l'écosystème, c'était quelque chose qui était nécessaire. Par contre, les règles qui sont en vigueur pour l'acceptation de telle ou telle application sur un App Store sont parfois un peu floues. On le sait que c'est le cas chez Apple. On sait que c'est le grand foutoir n'importe quoi chez Android, où là, franchement, toutes les crasses possibles peuvent se retrouver dessus. Et chez Windows, parfois chez Microsoft, c'est un peu nébuleux aussi. Et donc, il y a des petits gars qui se sont amusés à créer un App Store alternatif qui s'appelle Chocolatey. Vous a mis le lien. Et alors, ce qui est amusant, c'est que vous avez le choix entre une interface classique, qui est un peu brute de décoffrage aussi, c'est un truc un peu minimaliste, ou alors, si vous avez l'âme aventureuse et que vous aimez vous prendre pour un geek, vous avez une interface aussi full ligne de commande qui vous permet d'installer tous les logiciels qui sont contenus dans ce store. Il y a quand même à peu près 2500 packages, comme par exemple OpenOffice, Opera, allez voir, franchement, la liste est longue. Vous pouvez installer Skype, vous pouvez installer des browsers dérivés, par exemple, de Firefox, comme Pale-Moon, qui est une version optimisée pour 64 bits et qui prend moins de mémoire et qui bouffe moins de mémoire que la version classique de Firefox. Tout ça en une simple ligne de commande. Et ce qui est assez amusant, pour ceux qui aiment bien mettre les doigts dans le cambouis, c'est que l'application elle-même s'installe via une ligne de commande. Vous ouvrez votre shell, vous recopiez le truc, parce que c'est quand même assez complexe, faut pas faire de faute, enter, et pof, c'est fait, vous avez votre application, et puis après, vous pouvez y aller joyeusement. C'est sympa, c'est pas mal. Beaucoup d'applications qui sont dessus sont des applications libres.
Donc voilà, ça a effectivement un sens de vous permettre de faire cohabiter sur une même machine dans un même environnement un store officiel avec des applications qui sont screenées, approuvées, etc. et des applications qui sont libres, qui sont plus généralement considérées comme un peu expérimentales, parce qu'évidemment vous avez des versions stables, des versions de développement, vous avez même parfois des versions alpha. Mais pour vous donner une idée de ce que vous allez trouver dessus, si vous êtes un peu familier avec le logiciel libre et des repositories comme FOSS-Hub par exemple, ça vous donne une bonne idée de type de matériel que vous avez trouvé dessus. On le rappelle, le nom c'est Chocolati. .org, comme ça vous avez l'URL directement, mais on rajoutera le lien évidemment avec le billet de blog. Et je tiens à signaler quand même que quand vous allez sur le site, alors ça c'est un petit paradoxe, c'est assez rigolo, c'est que vous avez, si vous y allez avec Chrome, le plugin Adobe Flash Player a été bloqué car il est obsolète. On le rappelle qu'il le sera probablement aussi sur Firefox dans pas longtemps. Voilà. Donc, je trouvais que la mise en abîme était assez intéressante. Sur le coup, c'est assez rigolo. Quoi qu'il en soit, on peut passer à la suite. C'est un bon plan, hein, notez-le au passage. On passe à la suite avec David. Tout à fait autre chose. Là, on est vraiment presque dans de la science-fiction. On parle de plus en plus du retour de Star Wars prochainement, etc. Ça me fait un petit peu penser à ça. Je suis désolé. Et ici, c'est de la robotique et c'est un robot très particulier, on peut le dire. Oui, c'est un Motobot. Et c'est un pote qui m'en a parlé, j'avais pas du tout vu l'actu, il m'a montré la vidéo, et je me suis dit ça il faut que les gens voient. Donc c'est Yamaha qui vient d'annoncer effectivement son premier robot. Donc Yamaha, oui, le fabricant de motos. Et de synthétiseurs. Voilà, c'est ça, et de synthétiseurs et de tondeuses, ils font un paquet de choses. Et donc pour la 44e édition du Tokyo Motor Show, ils ont créé un robot qui conduit une moto. Ouais. Donc, il faut savoir que la moto est une moto pratiquement en stock, donc une moto comme vous pouvez en acheter une, et qu'ils ont construit un robot capable de la piloter par-dessus. Et donc aujourd'hui, on n'est pas encore sur un robot autonome, donc l'interfaçage est terminé, donc c'est un pilote qui conduit, qui commande le robot qui conduit la moto. La télécommande, quoi, oui. Ouais. C'est ça. Donc pour le moment, c'est une super télécommande. Oui, donc, c'est ça. avec toute la gestion, avec toute la gestion quand même d'une moto complète, un embrayage, des freins, passer les vitesses, être capable de prendre des angles et des choses comme ça. Ouais. Donc le robot roule aujourd'hui. On voit qu'il a encore besoin de stabilisateur, donc ça fait très penser. Ouais, c'est ça. Ça fait penser à un enfant qui apprend à rouler en vélo. Ouais. Mais l'idée est un peu la même. Maintenant, le projet est quand même relativement ambitieux puisque l'objectif c'est de pouvoir faire rouler ce robot en 2017 sur circuit. Ouais. Et donc là, qu'il soit complètement autonome. Aujourd'hui, pour la fin de cette année-ci, l'objectif, c'est qu'il soit capable de piloter en ligne droite jusqu'à une vitesse de 100 km/h sans se casser la tronche. Donc ça, c'est pour cette année-ci. Et donc voilà, donc l'objectif, c'est que tous les départements de la recherche de Yamaha travaillent ensemble pour développer vraiment la partie intelligence artificielle, la partie mécanique et électromécanique pour arriver à créer un robot. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça rigolo. Si vous regardez la vidéo qu'on a diffusée, c'est pas très compliqué à la retrouver sur YouTube, sur Internet. Ouais, c'est ça. Ça reste quand même si on n'est encore qu'au tout début, ça reste quelque chose quand même de relativement intéressant à regarder, surtout si vous aimez la moto. Valentino Rossi, accroche-toi. Il y a de la concurrence. Voilà, c'est ça. Et à terme, le bidule est censé pouvoir être adapté sur n'importe quelle moto. L'objectif, c'est on est plus dans la prouesse et dans la recherche ici. Hein. Mais l'objectif en 2017, donc 2017, c'est quand même un petit peu demain, c'est qu'il soit capable de piloter sur circuit, donc de pouvoir prendre ses angles, de pouvoir accélérer, freiner, jusqu'à des vitesses de 200 km/h. Pour ceux qui suivent un peu la moto, 200 km/h, c'est quand même pas rien. C'est pas mal. Hein. Non plus, quoi. Donc voilà, donc il fait ses premiers tours maintenant avec ses stabilisateurs, et donc dans 2 ans il pourrait jouer contre Valentino. Ouais. Par exemple, hein, il y en aura peut-être d'autres d'ici là sur les circuits, effectivement. La lettre O comme OnePlus, David, le retour de OnePlus avec 2 nouveaux modèles, si je ne m'abuse, dont un qui s'en vient là, enfin on enregistre traditionnellement le jeudi, comme on a l'habitude de le dire. C'est demain qu'il sera disponible, ce vendredi 30 ce sera un peu plus ou un peu plus tard pour nous. Plus tard, le 5 novembre. Voilà, c'est ça, ouais. Donc c'est le OnePlus X. Voilà. Et donc on en avait déjà parlé sous forme de bref, de peut-être, de ceci, de cela. Maintenant c'est officiel. Donc OnePlus a grandi sa gamme. Donc on avait connu le OnePlus One
One et le OnePlus 2 qui étaient sortis il y a quelques semaines. Hier, l'annonce a été faite. Non, pardon, aujourd'hui, l'annonce a été faite pour le OnePlus X qui sera décliné en 2 modèles. Un modèle d'entrée de gamme, entre guillemets, qui sera en verre avec un châssis métallique et un modèle plus exclusif qui, lui, sera en céramique. D'accord. Donc attention que le modèle en céramique est un peu un collector puisqu'il sera édité à 10 000 pièces. Une de plus, qu'il est vendu beaucoup plus cher alors que les composants internes sont les mêmes. Donc on va plutôt parler de l'Onyx, donc le petit modèle qui sera disponible en grande quantité. On pourra discuter après sur la grande quantité chez OnePlus. Mais voilà. Donc ici, on aura un produit qui va être très très proche au niveau stylistique des iPhones. Il ne faut pas se mentir, l'inspiration, elle est clairement là. Avec du verre. Ou de LG. Hein. Ça oui, HTC. Ou HTC plutôt. Voilà, qui lui ne s'est absolument pas inspiré d'Apple. Donc la boucle est bouclée. Donc l'objectif ici, c'est de proposer un appareil de milieu de gamme aujourd'hui par rapport au flagship, sauf que je vais donner le tarif directement. On parle d'un produit à 269 €, donc sur un tarif réellement d'entrée de gamme. On devrait avoir donc on aura un smartphone avec un écran de 5 pouces, donc c'est déjà une belle taille d'écran sans être trop grand. Il y a pas mal de gens qui râlent sur les 5,2 et les 5,5 en disant mais c'est énorme dans la main. Donc Full HD, pas plus. On va pas aller chercher j'ai mesuré, l'écran, le fait que ce soit un écran 5 pouces au lieu d'un 5.5, ça n'est rien comme ça, mais ça fait quand même une différence d'un demi-centimètre en longueur et en largeur. Hein, donc ça peut faire une différence. Ça le rend vraiment beaucoup plus compact. Et donc voilà, donc on n'a rien de révolutionnaire. Maintenant, il n'y a rien qui a été bradé non plus. On n'a pas d'écran 4K, mais honnêtement, qui utilise un écran 4K sur son smartphone? C'est du Full HD, c'est du connu. C'est au niveau du processeur, c'est aussi du connu, puisque c'est le Snapdragon 801, donc le même processeur qui était utilisé dans le OnePlus One, 3 Go de RAM, comme dans le OnePlus One, et seulement 16 Go de stockage. Donc là, on pourrait râler un petit peu en disant « Ouais, mais le stockage interne n'est pas génial. » N'oubliez pas que ça coûte 269 € et qu'ils ont prévu la possibilité d'étendre ces 16 Go par un lecteur de carte micro SD. Et si on utilise la carte micro SD, le téléphone est mono SIM. Sinon, on a la possibilité de l'utiliser en dual SIM. C'est plutôt pas mal. Caméra tout à fait classique. On retrouve beaucoup de composants qui sont très proches de ce que le OnePlus One proposait il y a maintenant un peu plus d'1 an. Enfin, en même temps, le temps qu'il soit disponible. Oui, ça a pris du temps. Voilà. Le seul petit défaut pour moi, c'est la batterie. C'est ça. Donc, c'est une batterie de 2525 mAh. Quand on sait que le OnePlus One est sur une batterie 3000 mAh et que quand on pousse un petit peu, faire une journée complète, c'est pas toujours évident. Voilà, c'est pas un appareil qui est prévu pour le geek absolu. Par contre, monsieur et madame tout le monde qui cherche un bon téléphone, moi, mon retour du OnePlus One reste toujours aussi bon. C'est un téléphone qui m'accompagne tous les jours. Moi aussi. Et ça marche toujours bien. Donc, au niveau des tarifs, j'ai dit la version Onyx 269 €. La version céramique, donc plus haut de gamme et entre guillemets numérotée, sera vendue à 369. Ça, c'est un poil cher. Et alors, il sortira, il ne sera pas disponible, il sortira en Europe le 5 novembre prochain. Voilà, c'est ça. Exactement le même système que d'habitude. C'est un système d'invitation. C'est ce qui a fait un petit peu la réputation bonne et mauvaise de OnePlus. Il reste sur le même système de distribution. C'est un petit peu leur manière, c'est un plan marketing aussi pour, c'est un système de parrainage, patati patata, et puis aussi de gérer les stocks, on imagine, de temporiser les stocks. Alors ça peut être décrié, ça peut être critiqué. Bon, voilà, ça existe, ça fonctionne comme ça. Une fois qu'on le sait, on le sait. Hein, c'est juste. Ce qui est assez particulier, c'est que quand on est déjà client OnePlus, on reçoit une invitation privilégiée entre guillemets pour pouvoir le commander, mais elle est nominative, on peut pas la partager avec quelqu'un d'autre manifestement. Donc voilà, c'est bon de savoir ça. Je me rends compte en parlant du OnePlus, et je fais là aussi une parenthèse, décidément, je suis venu avec mon paquet de parenthèses.
On n'a pas parlé du tout ces derniers temps, nous en tout cas dans notre podcast, du BlackBerry Priv. Je sais pas si David, je vois que David fait une grimace, Marc ne réagit plus. Donc, en fait, mais quand tu commences à dire des gros mots, je suis désolé, je réagis plus. Donc. Non, mais c'est l'appareil, moi je l'ai vu physiquement, il est pas mal du tout. On retrouve le clavier, mais qui est mécaniquement qui se balade, enfin qui se rétracte entre guillemets. C'est un appareil sous Android. D'autre part, par contre son prix, là je comprends rien parce que j'ai vu 900 €, quelque chose comme ça. Ouais. Et là du coup, on a envie de tourner la page et de dire non, merci, sans façon, passons à autre chose. On comprend pas bien le positionnement, surtout quand on vient de parler d'appareils à 300 € comme on vient de le faire. On comprend plus bien le positionnement de ce type d'appareil. Ça vaut aussi pour Apple dans une certaine mesure, hein, même si là on sait qu'il y a d'autres engouements qui sous-tendent ce type de tarification, mais quoi qu'il, ça devient de plus en plus difficilement justifiable, Marc. 700 $, je suis en train de regarder. Et puis honnêtement, oui, il est moche. Tu le trouves moche, toi ? Moi, je trouve pas. Non, je le trouve dur, sur le coup. Non, franchement, je vois pas trop l'intérêt. Déjà, le retour au clavier physique, c'est quelque chose qui me manque, mais absolument pas. Vu qu'on est. Ah, ça, c'est des écoles différentes. Hein. Ça, c'est chacun voit. C'est des écoles différentes, mais le clavier physique, si tu es comme moi un adepte du glisser sur le clavier, taper plus vite, tu vas abandonner le clavier pour repasser au clavier intégré sur l'écran. Et bon, sinon, oui, c'est un téléphone Android. Voilà, c'est ça. À 800 €. À 700 $. 700 $. Donc voilà. David, pas d'opinion particulière là-dessus ? Si, voilà, je vais rester le défenseur un tout petit peu de BlackBerry, parce que c'est une marque que j'ai peu pratiqué, mais que j'ai toujours reconnu au niveau de la qualité. Ils savent faire du bon matériel. Ils ont quand même eu leur heure de gloire. Il y a des gens, il y avait encore une demande. On n'est pas dans la bourse, nous, et des choses comme ça. Il y a des gens qui sont beaucoup, beaucoup plus efficaces avec un clavier physique. Ça a le mérite d'exister. Ouais. C'est cher. Je vais pas vous mentir, BlackBerry a toujours été cher. Je n'ai jamais vu un BlackBerry qui était pas cher. Donc, ça ne me choque pas plus que ça. Je ne pense pas que c'est le produit qui va leur permettre de se redresser, mais ça c'est mon avis, donc je pense que ça va devenir de plus en plus dur pour cette marque. Il a juste une particularité, je te coupe 2 secondes David, c'est qu'au-delà du clavier physique, ils ont quand même mis au point un système de cryptographie, si j'ai bien compris, du contenu de l'appareil, parce que ça c'est leur core business en fait à BlackBerry, il faut le rappeler, c'est cette technologie qui permet de crypter le contenu. Donc ça ils ont fait quand même, il y a un boulot aussi au niveau software. Mais c'est là qu'ils sont forts. Oui. Il faut arrêter. Je pense qu'ils doivent arrêter de faire des téléphones parce que y a des marques qui font ça mieux qu'eux. Par contre, ils ont un know au niveau de la sécurité, de la communication, du partage de données. Ils ont créé des révolutions qui nous ont permis d'avoir les téléphones qu'on a aujourd'hui. Mais je pense que malheureusement au niveau du hardware c'est de la qualité, ils lésinent pas, mais il y en a d'autres aussi, il y en a d'autres qui font ça tout aussi bien qu'eux. Bon, je vais sans doute me faire allumer parce que j'ai dit cryptographie et pas cryptage, j'imagine. C'est déjà arrivé dans ce podcast, c'est pas grave, on assume. Donc voilà, on assume, ok, on a fait la différence, mais à culpa, voilà. On passe à la suite parce que tout d'un coup là il reste pas beaucoup de sujets, mais il en reste quand même. R comme raquette, c'est du Marc tout craché, la fin du roaming. C'est vrai que je me rappelle on en avait parlé l'année dernière, je l'ai remonté dans le best-of qu'on a diffusé durant cet été. Au moment où je le diffusais cet été, c'était au mois de juillet me semble-t-il, tout d'un coup on le ressortait et finalement ça allait se faire en 2017, le fameux roaming, donc cette surtaxe, on va appeler ça comme ça, qu'on nous impose quand on va à l'étranger avec notre pauvre smartphone belge. Ça c'est bientôt fini manifestement. Ah non, pas surtaxe, extorsion de fonds. Oui, c'est ça aussi. Il n'y a pas d'autres qualificatifs. Non. Et dans le paquet, effectivement, que l'Europe a voté récemment avec la neutralité du net et la fameuse sentence contre Facebook pour l'utilisation des données privées, etc., figure aussi, enfin, alléluia, la fin du roaming à partir de 2017. Ouais. Ça a été approuvé depuis le mardi. De nouveau, ils ont pas mal bossé, les députés européens, mardi. Franchement, pour une fois. Je sais pas ce qu'il y avait à la cuisine, mais à mon avis. Voilà, à mon avis, c'était le jour de la mousse. C'était le jour de la mousse à la vanille, un truc du genre. Et donc, voilà. Toujours est-il qu'à partir de 2016, il y aura déjà une première limitation, à savoir que les frais ne pourront pas monter au-dessus de 5 centimes d'euros par minute pour les appels vocaux, 2 centimes pour les SMS et 5 centimes par méga de data, et qu'à partir du
30 avril, à partir de juin 2017, c'est terminé. Donc, autrement dit, que vous utilisiez votre téléphone en Belgique, en Italie, au Portugal, au Beloutchistan ou je sais pas quoi, ce sera la même chose. Donc voilà, on ne payera pas plus. On ne payera pas plus. Ouais. Et une chose qui est quand même relativement intéressante, c'est que dans la foulée de l'annonce, le patron de Orange, le télécom, la boîte de télécom, s'est félicité de la décision en disant enfin, quelqu'un a pris cette décision et maintenant on va pouvoir être innovant, on va pouvoir enfin faire en sorte que les gens n'ayant plus à payer pour, ils vont l'utiliser plus et ça va nous permettre de développer des nouveaux services. Peut-être aussi, effectivement. Moi j'ai entendu dire quand même qu'ils avaient encore des possibilités de recours, hein, mais je veux pas alarmer personne. Mais ce que tu viens de faire là, ce dont on vient de parler, c'est ça. Je ne montrerai cette partie-ci. Je le dis, non, pas pour le best-of Marc. On sait jamais. Je voyais que David levait le doigt. Ouais, parce que, pour moi, ça a plus d'implications que ce qu'on veut regarder là, avec des implications positives et négatives. Parce qu'effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'on va plus être surtaxé quand on va partir en vacances. Bon, il va falloir voir comment les gros télécoms, les grosses boîtes de télécom européennes vont se comporter, parce que on est dans un tout petit pays, nous. Hein. Oui, se faire bouffer, mais donc se faire bouffer le marché par des Français ou des Allemands, c'est juste une blague pour eux. Hein. Oui. Et donc, je me demande dans quelle mesure est-ce qu'on ne pourrait pas avoir peut-être une concurrence et donc une baisse des prix chez nous, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de surtaxe, qu'est-ce qui empêche l'Allemand de venir proposer son service en Belgique. Exactement. Voilà. Ouais. Sauf que le problème, c'est que s'il reste plus que 3 ou 4 gros, ça s'est vu dans plein d'autres domaines, le problème après, c'est la concurrence. Bien sûr. Et donc, on pourrait avoir une baisse des prix pour tuer tous les petits qui sont sur le marché. Ouais. Et puis après, une rehausse des prix au niveau européen à ce moment-là, en disant on n'est plus que 4. Ah non, il n'y a pas d'entente sur les prix, mais les frais ont augmenté. Ouais. Et donc voilà, donc je suis quand même un tout petit peu perplexe. Oui, je comprends bien. Et tu rajoutes à ça la couche data. C'est ça. C'est l'Internet aussi. Et donc là aussi, fuite de clientèle via des opérateurs étrangers. Voilà, c'est la question qu'on peut effectivement se poser. Je sais pas, Marc, toi qui lis beaucoup les textes européens, s'ils ont prévu quelque chose pour ces cas de figure, ou est-ce que effectivement la volonté c'est de libéraliser le marché à l'échelle européenne? Alors, la volonté de libéraliser le marché à l'échelle européenne dans un premier temps. Maintenant, effectivement, comme le dit David, il y a des effets de bord qui n'ont certainement pas été envisagés, qui risquent de se produire. Et la concurrence intra-européenne en est un. Alors, je ne sais pas si, suite à cette décision, les différents opérateurs nationaux vont faire preuve d'un protectionnisme exacerbé ou pas. Par contre, toujours est-il qu'il faut savoir que c'est déjà le cas. On a des opérateurs comme Orange qui sont présents dans un paquet de pays. Et donc, ces opérateurs-là auraient tout avantage à harmoniser leurs prestations à travers le continent européen et à proposer des alternatives solides. Parce qu'il ne faut pas oublier, ici, on parle d'itinérance et de suppression des frais d'itinérance au niveau européen. Oui. Vous allez en dehors du continent européen, vous continuez à douiller. Oui, vous allez aux États-Unis, vous allez en Russie, vous allez dans les pays. Je regardais même, il y a des pays qui sont considérés par Proximus comme zone en dehors de toute connexion. Par exemple, le Bhoutan. Le Bhoutan, j'en parle parce que j'ai un collègue qui vient d'y aller. Ouais. Je me demande pas ce qu'il est allé foutre là-bas, mais bon, soit. Ah, il est allé voir les bouts tendus. Trekking à 5 km. Oui, je suis désolé. J'ai honte. Enfin, soit. Et donc, voilà, là, on continue à vous compter 14 ou 15 euros le méga, quoi. Ouais. Donc, voilà, c'est une belle chance. David? Oui, il faut pas aller jusqu'au Bhoutan, que personne ne sait mettre sur une carte. J'ai dû téléphoner à un opérateur bien connu parce que je suis parti au Mexique. J'ai un abonnement très très cher chez cet opérateur bien connu parce que je voulais être sûr de ne jamais avoir de frais supplémentaires. Et il est quand même parvenu à me répondre après 40 minutes au téléphone parce que lui était étonné aussi, le petit opérateur. Il y a aucun tarif qui est prévu pour le Mexique. Et donc c'est le tarif entre guillemets, vous n'avez pas été prévu dans les listes.
C'est ça, oui. Je vous jure, je suis arrivé au Mexique, j'ai envoyé un SMS pour dire que j'étais arrivé au Mexique, j'ai coupé mon téléphone. J'avais peur. C'est ça. Je me suis dit, ok, je vais me retrouver avec 12 millions d'euros à payer en rentrant. Donc non, on va... mais c'est paniquant, c'est pas rassurant du tout. Il y a des cas comme ça, de gens qui sont retrouvés avec des factures astronomiques, et après, pour s'expliquer, il doit y avoir un truc avec le Mexique, parce qu'il y a aussi le problème de livraison de livres d'Amazon, par exemple. Si vous commandez un livre pour un ami qui habite au Mexique, jamais il verra son livre. Ça, c'est toutes les Caraïbes. Oui, il y a un problème de ce côté-là. Quoi qu'il, passons à la suite, et on va se terminer ce numéro 52 avec la lettre S. D'abord, comme Sunrise, une application bien connue en Belgique, puisqu'elle est belge à l'origine, revendue était à moitié belge et revendue à Microsoft. Et c'est justement de Outlook dont tu vas nous parler, Marc. Non, moi je voulais pas vraiment vous parler d'Outlook, bien qu'on va y toucher aussi. Moi je voulais en fait pousser un petit coup de gueule, et je suis triste parce que Sunrise, c'est une application à la base, c'est un calendrier qui va répliquer toutes les données sur Google Calendar, mais elle est présente de manière beaucoup plus agréable, beaucoup plus interactive, beaucoup plus intuitive, tout en se connectant à un paquet de services comme Basecamp, Facebook, LinkedIn, enfin, nommez tout ce que vous pouvez trouver comme réseaux sociaux intelligents ou comme service collaboratif. Vous pourrez faire une connexion avec Sunrise, sans compter des applications pour Android, pour iPhone, pour iPad, qui sont parmi les plus belles que j'ai jamais vues pour la gestion du calendrier. Ouais. Eh ben ça c'est fini. Ah oui. Mais non, c'est parce qu'en fait, attends. Vous disputez pas. Attends, laisse-moi terminer. Voilà. Parce que ce qui se passe effectivement, c'est que les applications cessent d'être supportées. Ce qui va se passer par la suite, c'est que la raison pour laquelle Microsoft avait racheté Sunrise, c'est pour intégrer évidemment les ressources et les systèmes dans Outlook, ce qui est en train d'être fait. Et donc à partir du moment où la prochaine mouture d'Outlook qui intégrera donc la technologie Sunrise sera disponible, les applications ne seront plus mises à jour. Alors ça, c'est déjà dommage parce que les choses n'évolueront plus, mais il y a un gros flou sur le fait de que va devenir l'outil web. Par exemple, moi je me sers quotidiennement, et il y a des centaines de milliers de personnes qui se servent de cet outil parce qu'il est juste magnifique. Est-ce que cet outil va être démantelé, va être supprimé? Il y a quand même un historique dans les histoires de rachat de boîtes par les unes par les autres, que les acheteurs ont tendance à tuer certains trucs quand les intégrations sont faites. Alors ici, je sais que David va me répondre, non, c'est pas mort, les applications seront toujours là. Ok, espérons-le, jusqu'au jour où, et ça s'est déjà vu, Microsoft décidera de retirer les applications des stores différents parce qu'ils ont tout avantage à ce que tout le monde bascule sur Outlook. Je vais repasser la parole à David, mais j'ai cru apercevoir juste avant qu'on enregistre que la version iOS d'Outlook, la version 2.0 était disponible ou serait disponible dans les heures qui viennent. David, je te repasse la parole. Elle est disponible pour iOS, on devra patienter un petit peu pour Android. Alors, je vois Marc qui s'inquiète effectivement pour son service Sunrise. Honnêtement, enfin moi si vous avez l'occasion, installez Outlook. Passer un petit peu de temps avec Outlook parce que Outlook a intégré d'autres sociétés, enfin d'autres manières de faire des précédents rachats que Microsoft a fait, et honnêtement c'est devenu d'une efficacité. Et donc, faut pas juste se dire à un moment, ok, il y avait une start-up qui avait une bonne idée, qui a été rachetée par une grosse boîte. Ben oui, mais la grosse boîte, elle a gardé toute la bonne idée. C'est bien la première fois qu'on n'a pas justement un rachat où on a l'impression que toute la créativité a été tuée dans l'œuf et on a gardé le truc qui se voit et c'est tout. Ici, moi, je continue à trouver Microsoft hyper innovant. Cette application Outlook telle qu'elle est présentée sous iOS, moi, je l'attends avec impatience. J'ai réinstallé l'application Android pour être sûr d'être notifié dès que ce sera disponible sous Android parce que c'est réellement super efficace, quoi. Je dis peut-être une grosse bêtise, mais il me semblait que l'équipe de Sunrise était incorporée complètement et qu'il continue à bosser sur le produit. Donc, Oui, et il bosse avec la société. Il y a une autre société qui a été rachetée pratiquement en même temps sur la gestion
gestion des calendriers. Je ne retombe plus dessus. Mais ces deux équipes, donc Sunrise et cette société dont j'ai ignoré le nom, travaillent ensemble dans un pool de développement pour Microsoft. Alors Marc, es-tu rassuré ? Ben moi, je suis en train de télécharger justement la nouvelle version d'Outlook sur mon petit iPad et voir ce que ça va donner. Ah ben écoute, alors ce que je propose, j'espère que ça va s'installer assez rapidement parce que je vais redonner la parole à David. Ben non, justement, il n'y a pas d'Outlook pour iOS pour l'instant sur iPad. Il va sortir prochainement, à mon avis, parce que il m'a semblé apercevoir que c'est dans les tuyaux en tout cas, en cours de validation, donc ça devrait arriver prochainement. Je vais quand même repasser la parole à David parce que c'est avec lui qu'on va terminer. On aurait presque pu faire un raccord, me semble-t-il, avec Kangaroo, dont on a parlé plus haut, c'est Solou, pas Solou, qui est une société qui espère réinventer en quelque sorte l'informatique personnelle aussi avec un petit boîtier en quelque sorte. Alors Solou, c'est un petit boîtier qui est en Kickstarter pour le moment, donc à 369 €. Vous prenez Kangaroo, vous poussez le concept encore beaucoup plus loin et vous obtenez Solou. Donc c'est effectivement un petit carré de 10 sur 10, très joli, très propre, avec une finition en bois. Dessus, vous lui mettez un écran tactile de 10 sur 10. Ouais. Vous mettez les composants d'un smartphone ou d'un ordinateur entre guillemets d'entrée de gamme. Vous lui mettez un port USB-C. Ouais. Donc la dernière génération, celle que vous retrouvez sur les derniers MacBook par exemple. Vous lui mettez une petite batterie et vous avez vraiment la définition hardware de Solou. C'est ça. Donc un petit ordinateur qui peut être déplacé facilement avec son propre écran, donc une certaine autonomie. L'écran est bien sûr tactile. Alors on se méfie toujours des Kickstarter. Enfin, je veux dire, voilà. Est-ce que c'est fonctionnel ? Est-ce que c'est de l'ordre du projet, du prototype ? Est-ce que c'est déjà prototypé ou pas ? Alors c'est a priori prototypé, puisque vous savez, on en a parlé encore la semaine dernière, les éjections de Kickstarter pour le moment vont à la vitesse de la lumière sur ce qui n'est pas prototypé. Du nettoyage, ouais. Voilà. Et Solou va beaucoup plus loin, parce qu'on pourrait se dire ok, mais c'est encore un ordinateur de plus qui va fonctionner sous Windows 10 et non, là il n'y a pas d'OS, il y a aussi un Solou OS. D'accord. Et donc là ça devient vraiment intéressant parce que c'est là que pour moi le produit monte réellement en puissance. D'accord. Solou OS, c'est quoi ? C'est de dire à un moment, ok, on va repartir de la base, et plutôt que de proposer des applications, des docs, des icônes, des ceci, des cela, on va partir de la base. C'est le projet. Quand on utilise un ordinateur, on veut faire quelque chose. Peu importe qu'on ait besoin de telle ou telle ou telle ou telle application, telle ou telle ressource, c'est toujours le projet qui va primer. Et tout l'OS a été conçu comme ça. D'accord. C'est un OS bien sûr qui est ultra connecté. Il y aura un abonnement obligatoire pour l'utilisation de cette petite machine à 20 € par mois, puisque tout va être hébergé sur les serveurs de Solou. D'accord. Donc c'est vraiment un autre système. Ça fait un peu penser à Chrome OS, si je peux me permettre. C'est ça, c'est exactement le même concept que Chromebook, sauf que sous Chrome OS, on a droit aux applications de Google et puis c'est tout. Ici, Solou est ouvert aux développeurs, donc vous pourrez avoir un paquet de développement possible et tout est axé sur donc le fait que c'est sur les serveurs, il y a quand même 32 gigas de stockage pour permettre de garder ces fichiers spécifiques ou les quelques applications qu'on utilise. Ça fonctionnera avec l'abonnement, donc tant que vous aurez l'abonnement, vous aurez droit aux mises à jour automatiques, aux mises à jour de sécurité, un petit peu ce qu'on connaît sur les smartphones. Entre guillemets, cette facilité d'utilisation, parce que tous les soirs, telle application et telle application doivent se mettre à jour. Je branche avant d'aller dormir, ça se met à jour pendant la nuit et ça fonctionne. Et ce sera basé aussi sur la collaboration. D'accord. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de dire, ok, je peux partager des informations d'un seul OS à un autre. J'arrive au bureau, je le branche sur mon écran et je peux me mettre à travailler. Alors, il ne faut pas se mentir, c'est au stade de financement. Oui, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, je crois qu'ils avaient besoin de 200 000. Je vais quand même retourner sur leur Kickstarter, voilà, hop. Pour être sûr, ils avaient besoin de 200 000, ils sont à 183 841. Il reste 16 jours, donc c'est possible que le projet aille jusqu'au bout. Technologiquement, il y a peu de risques. Au niveau hardware, je veux dire, parce que en demandant 299 pour les vraiment early birds, donc les premiers qui avaient sponsorisé le projet, et aujourd'hui 369 ou 349 si vous le prenez par Kickstarter, il y a de l'argent qui va rentrer. Donc le hardware
a priori, devraient pouvoir être couverts. Ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qu'ils vont réellement pouvoir faire au niveau de leur système d'exploitation. Il y a une vidéo de présentation, comme sur tous les Kickstarter, et le développeur principal, le gars qui a eu l'idée, lui annonce clairement que son objectif, c'est de réinventer le système d'exploitation. D'accord, carrément. Il est quand même un petit peu ambitieux, quoi. Hein, mais voilà, à partir du moment où les applications, il l'explique clairement dans la vidéo, les applications seront développées avec des communautés, avec des développeurs indépendants, mais hébergées par Solou. Vous payerez votre abonnement, vous aurez accès aux applications directement. Tout se fait automatiquement. Je trouve que c'est pas mal. Au final, ça peut être un système tout à fait fonctionnel. C'est européen. Ouais. Ah oui, quand même. C'est européen. Ouais, d'accord. C'est européen. La campagne a été annoncée comme finlandaise. D'accord. Et quand tu vois les têtes des développeurs, sans critique aucune, ils sont nordistes, quoi. C'est des Vikings, quoi. C'est des Vikings, effectivement. Donc allez voir, on a mis le lien évidemment en regard de la vidéo, enfin sur l'article de blog sur lestechno.be, là où vous retrouvez d'ailleurs tous les liens vers les informations sur lesquelles, les sites d'information sur lesquels nous nous basons pour vous parler technologie, puisque je le rappelle, c'est toujours les technos, c'est toujours notre vision des technologies, de l'actualité technologique, vue au travers différents sites évidemment. Il faut bien se documenter quelque part à un moment donné. Je pense qu'on a bien fait le tour de toute l'actualité. Marc, est-ce que tu arrives à tes fins? Je te voyais chipoter de ton côté pour reparler de Sunrise, enfin de Outlook. Pour l'instant, Outlook est installé. J'ai fini par trouver une version. C'est la version 2, effectivement. D'accord. Le calendrier... oui, il faut que je joue encore un peu avec, mais... Ça ressemble à ce que tu connais? Pas trop pour l'instant, non. D'accord. Il va falloir que je joue un peu avec. Ça fait marrer David. T'as un peu de mauvaise foi, quoi. Non, je suis pas de mauvaise foi, mais pour te donner une idée... mais un peu quand même. Pour te donner une idée au niveau du mail, moi je suis un fanat de Mailbox. Voilà. Et voilà, ça fait des années que j'utilise ce truc et j'ai dur à passer sur une autre appli de mail. Chacun verra midi à sa porte. Si vous aussi, vous avez votre avis sur cette question-là et sur toutes les autres questions dont on a parlé dans ce numéro 52, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. C'est pas les endroits qui manquent. Il y a une page contact également sur le blog des technos. Hein. C'est par là qu'arrivent pas mal de messages ces derniers temps. On s'en fait le relais aussi. Alors, on ne répond pas toujours de manière directe. On répond en général aussi par ce biais-ci, par le podcast. Donc, voilà. Faut continuer à nous suivre, tout simplement, c'est encore le plus simple. Et ça ne manque pas de sources. Hein. Vous allez sur iTunes, ça existe en vidéo, en audio, sur YouTube également, on a une chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup, David. On se retrouve la semaine prochaine, me semble-t-il, d'après le planning. Et puis, merci également à Marc, qu'on ne manquera pas de retrouver très prochainement, ainsi que dans différents hors-séries, parce que, rappelez-vous, il avait acheté une toquante. Je ne vous en dis pas plus. Passez une très bonne semaine. À très bientôt. Au revoir.